Bienvenue pour ce webinaire sur la gouvernance de l'IT, améliorer la gouvernance du SI quand le DSI devient un indispensable agrégateur de contenu. Ça, c'est le titre de notre webinaire. Un webinaire nouvelle formule, cette fois-ci, parce que nous avons décidé en fait d'allonger un peu le cycle de ces webinaires pour donner davantage la parole à l'écosystème de l'IT que nous souhaitons mettre en valeur également lors de nos événements virtuels cette année. Donc, pourquoi plus long? Parce qu'un temps de parole déjà beaucoup plus allongé et nous souhaitons aborder des sujets IT complexes parce que l'IT devient véritablement complexe et on a souhaité adapter, moduler nos événements pour répondre à cette nouvelle problématique. Pour animer ce webinaire nouvelle formule, je vous propose donc une liste d'intervenants forcément très experts. Nous accueillons donc dans ce webinaire donc Loïc Bénard qui représente la société EasyVista, qui est un acteur clé de l'ITSM, et également Nicolas Théry de la société Damas, qui est quant à lui un expert du BPM, deux solutions que nous aborderons ici, deux briques technologiques pour être exactement précis, que nous aborderons dans le cadre de ce webinaire, qui viennent motoriser et améliorer surtout la gouvernance de l'IT. Donc, ils partageront avec vous comment les entreprises, leurs clients, ont mis en place ces outils pour améliorer leur gouvernance en interne et mettre en place les judicieuses passerelles qui existent dans leur processus interne. Voilà. On accueillera également Patrick Rally, qui est un analyste chez nous des technologies, qui est spécialisé dans les solutions d'entreprise et qui viendra nous montrer quel est l'état de l'art de l'ITSM. Et moi-même, donc Cyril Chausson, je suis le directeur éditorial des technologies et également analyste. Je vous présenterai le rôle du BPM dans la gouvernance de l'IT. Alors, juste un point avant de vous présenter l'agenda. Comme vous avez pu le voir, on souhaite que cette session soit au maximum interactive. Ce n'est pas forcément très facile dans un webinaire de laisser la libre parole quand on a un déroulé à réaliser. Donc, je vous propose une série de Q&A, des questions-réponses à la fin de chaque intervenant. C'est-à-dire une première session à la fin d'ITSM, la partie sur l'ITSM, une seconde à la fin de BPM. Vous pouvez poser toutes vos questions, vos remarques, également dans la partie chat. Et nous collecterons, moi-même, je collecterai les données, plutôt les questions. Voilà, c'est un défaut de mon session, des questions que je partagerai, que je poserai moi-même aux intervenants. Donc l'idée, comme vous avez pu le comprendre, n'est pas que vous repartiez avec vos questions, mais vous repartiez plutôt avec vos réponses et on est là justement pour y répondre. Donc on va démarrer par une courte présentation du CXP. Ensuite, on abordera une introduction de la nouvelle gouvernance de l'IT ainsi que tous les enjeux qui aujourd'hui, les enjeux et l'impact de ces nouvelles technologies sur la gouvernance de l'IT. On brossera un magnifique tableau de l'ITSM avec Patrick, des retours d'expérience avec Loïc en matière d'ITSM, puis le rôle du BPM et enfin l'intervention de Damas sur les retours d'expérience au niveau du BPM. Pour démarrer, donc le CXP, un bref rappel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc le CXP, c'est un pilier en fait de une société qui s'appelle Technologie. Technologie est née il y a peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça, de la fusion donc entre le CXP et Pierre Audouin Consultant, deux cabinets de conseil et d'analystes qui sont dans l'écosystème IT depuis les années 70, comme vous pouvez le voir, l'un avec une forte expertise dans tout ce qui est le domaine technologique côté entreprise utilisatrice, donc ça c'est le CXP, et l'autre côté Pierre Audouin Consultant, une expertise sur tout ce qui est market analysis et connaissance de l'édition même du logiciel, des marchés et surtout des ESN qui est un des piliers de l'offre. Tous les propos que vous allez voir aujourd'hui et entendre dans le cadre de ce webinaire sont issus d'une plateforme que l'on appelle MyTechno, visible sur mytechno.com. C'est une plateforme donc collaborative de services où l'on publie des documents et où on aide en fait les entreprises
à choisir des solutions, on les guide dans leur choix de solutions, mais également dans les bonnes pratiques pour identifier leurs propres besoins, et on les accompagne également dans la transformation de SI et surtout dans la sécurisation de leur équipe. Un point important, le pilotage aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement quand on parle de gouvernance de l'IT. Vous y trouverez nombre de documents sur ce sujet. J'y reviendrai à la fin. De toute façon, je vous ai dressé une petite liste qui vous permettra de vous y repérer ou de savoir un peu de quoi on parle dans MyTechno. Voilà l'interface de MyTechno, tout ça pour vous dire que vous y retrouverez également dans cette plateforme le replay de ce webinaire qui sera disponible, j'espère, d'ici quelques jours. Je dirais entre jeudi et vendredi, c'est quelque chose que vous pourrez complètement consommer sur MyTechno. Aujourd'hui, on va parler donc gouvernance du SI, mais comme vous pouvez le voir, on a un agenda assez chargé en matière de webinaire. Le prochain étant donc le 13 avril, on parlera secteur public. Le 15 juin, on parlera supply chain, qui est un gros sujet pour nous. Ensuite, comme vous pouvez le voir, nous avons, alors attendez, hop, voilà, les nouveaux enjeux de la fonction RH, qui est également un gros pilier en matière d'éducation d'entreprise et surtout une grosse tendance en ce moment. Comment rendre la fonction finance plus flexible après les RH. Et ensuite, le 14 décembre, on terminera l'année sur la transformation numérique des processus avec la présentation de nombreuses, on espère, cas d'utilisateurs pour montrer véritablement la transformation numérique, mais vue du terrain et par l'ensemble des consultants du CXP. Voilà, avant de rentrer une nouvelle fois dans la vraie problématique qui nous amène aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. N'hésitez surtout pas à le faire par le biais du chat. On les collectera à la fin de chaque, je dirais, session, chaque partie de ce webinaire, et nous les présenterons aux intervenants. Donc, sans plus tarder, allons-y. Je vous propose de définir aujourd'hui ce que c'est que la nouvelle gouvernance de l'IT. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans la nouvelle gouvernance de l'IT, c'est surtout l'impact que peut avoir la transformation numérique sur cette même gouvernance. Alors, la gouvernance de l'IT n'est pas quelque chose de complètement récent, à vrai dire, ça remonte presque aux années 60. Une définition a été proposée. Ce n'est pas une définition de technologie, c'est une définition qui fait référence. Donc, la gouvernance de l'IT permet de garantir un alignement entre l'IT et le développement stratégique de l'entreprise et de son activité. Voilà, donc cette notion de gouvernance s'est développée progressivement, au même rythme donc, que la place que prenait l'IT, que l'informatique, même, on peut parler d'informatique, dans les entreprises. Quand on parle de gouvernance, on parle donc bien d'équilibre des besoins, de mise à disposition des bonnes ressources et de veiller à leur utilisation, et surtout de leur performance. Comme je l'ai dit, ce concept s'est forgé depuis les années 60, mais c'est surtout un point essentiel, c'est qu'il a progressé évidemment depuis, au fur et à mesure que la présence de l'informatique et aujourd'hui du numérique a progressé et est davantage marqué dans les entreprises. Donc avec le rôle de l'IT de plus en plus stratégique, on le verra dans le déroulé, avec une IT qui est également omniprésente, les entreprises ont recherché forcément de bonnes pratiques, des méthodologies pour mieux répondre, d'une part, à leurs demandes des métiers, ça c'est une certitude, mais surtout traduire inévitablement leur stratégie. Donc, ils ont recherché un moyen efficace de connecter cette IT, qui est vraiment très présente, à des activités et même aux performances de l'entreprise. Donc, c'est encore valable aujourd'hui, c'est d'autant plus valable aujourd'hui, j'ai envie de dire, et c'est ce que nous allons voir par la suite. La gouvernance du SI, c'est quoi finalement? Alors, un petit point de précision. La gouvernance du SI, qu'est-ce que c'est? Petite précision avant de poursuivre. Dans ce webinaire, nous allons utiliser les termes gouvernance de l'IT et gouvernance du SI de la même façon. Pour nous, aujourd'hui, dans le cas de ce webinaire, ce sera vraiment la même notion qui se cachera derrière ces deux termes. Donc, qu'est-ce que techniquement la gouvernance du SI, comment se traduit-elle et qu'est-ce que sont les outils à proprement dit qui sont à disposition des DSI? Alors, nous avons plusieurs référentiels, ce sont donc des référentiels qui fixent les cadres. Il en existe plusieurs.
plusieurs avec des centres d'intérêt différents et des positionnements différents sur le marché. Nous avons placé là les plus connus, il en manque, ce n'est pas exhaustif évidemment. Donc le COBIT, COBIT qui est le référentiel un des plus connus avec ITIL. Évidemment, COBIT s'intéresse à gérer efficacement l'alignement des technologies dans une logique de maîtrise des risques. Hein, on est vraiment sur ce point-là. ITIL, de son côté, est un ensemble de bonnes pratiques orientées clients, avec aussi une gestion efficace de la qualité. CMMI est un modèle d'évaluation orienté processus. Voilà. Et puis, nous disposons également de plusieurs normes, les normes ISO 27001 et 20 000, pardon, dont la première parle de la sécurité des systèmes d'information et de l'autre davantage de la fourniture de services. Voilà. Donc, on n'a pas mentionné dans ce slide, et c'est un oubli, le CIGREF, qui est le club des entreprises utilisatrices d'informatique, est aussi porteur d'une définition de gouvernance de l'IT et édite un guide. Je crois que la dernière mise à jour a eu lieu en 2019. Voilà. Donc, je vous invite à aller consulter ce guide également, qui est davantage contextualisé, je dirais, aux entreprises et au marché français. Donc tout cela, c'est aujourd'hui les outils, je dirais, référentiels, mais la grosse problématique aujourd'hui des entreprises, c'est un peu ça. C'est trouver un équilibre entre le fameux legacy, à savoir l'héritage, l'IT qui a été hérité depuis de nombreuses années, avec un SI qui est jonché de différentes technologies et qui sont parfois très hétérogènes, peu interopérables et dans leur grande majorité extrêmement silotés. Et de l'autre côté, l'innovation. Alors, l'innovation prend un poids de plus en plus fort dans les DSI et c'est aujourd'hui là, surtout que se crée la valeur pour l'entreprise et à la fois pour la DSI. Donc le problème, c'est comment piloter et distiller les bonnes ressources aujourd'hui quand on a affaire à des nouvelles contraintes que voici. Donc ça, ce sont les enjeux de la digital company, c'est-à-dire une entreprise qui se veut aujourd'hui résolument tournée vers le numérique et qui a entamé une forme de transformation de ses processus en plaçant le numérique au cœur de la stratégie de son entreprise. Inévitablement, en ayant cette stratégie, cela a un impact direct sur la gouvernance de l'IT. Alors, quand je parle les enjeux, donc inévitablement, on parle de gérer la complexité. La diversité de l'IT est présente partout, que ce soit les technologies sont parfois dans le cloud, les données également sont parfois dans le cloud, mais également on-premise, sur site, voire mêlent les deux sur un dispositif hybride ou multi-cloud carrément, même si aujourd'hui le multi-cloud n'est pas forcément quelque chose qui est très présent dans les entreprises. Le côté hybride l'est en revanche énormément. Et évidemment des systèmes en silo qui empêchent surtout d'interopérer les différentes applications, les différents processus. Les processus user-centric, c'est-à-dire une démarche très centrée sur l'utilisateur. Aujourd'hui, c'est quelque chose que les entreprises souhaitent mettre en place pour tout simplement avoir renoué un nouveau dialogue avec les utilisateurs. Quand je parle d'utilisateurs, c'est-à-dire pas les utilisateurs internes, à savoir donc les métiers, les départements fonctionnels des entreprises, mais également les utilisateurs directs, les consommateurs, pour être plus précis, des services des entreprises. Et surtout, en ayant cette démarche processus, l'intérêt de pouvoir proposer des services personnalisés. L'agilité, qui est le troisième gros enjeu des entreprises, l'agilité est un point très très fort et ce sera un peu notre fil conducteur durant ce webinaire. Alors, tout ce qu'on entend par agilité, c'est tout simplement avoir la capacité et cette flexibilité de pouvoir satisfaire d'une part les clients et surtout de pouvoir mieux répondre aux demandes à la fois des clients et des métiers. L'IT est surchargé de demandes parce que l'IT est au cœur, c'est le cœur du réacteur aujourd'hui de l'entreprise. Donc, inévitablement, elle est surchargée de demandes et doit être un peu faire le grand écart durant ce quotidien pour satisfaire la demande et avoir une qualité de service optimale.
Tout cela entraîne une démarche d'optimisation continue que la DSI se doit de mettre en place pour satisfaire clients et métiers. Sécurité et conformité, le contexte sécuritaire, tout le monde le connaît, d'autant plus en ce moment, les fuites de données, les failles de sécurité se multiplient. Mais finalement, aussi, la partie la plus importante, c'est que les entreprises ont à vivre et à mener des stratégies dans des environnements de plus en plus régulés. Les réglementations se multiplient. Alors, je vais parler RGPD évidemment, mais il n'y a pas que cela. Elles se multiplient également dans le domaine de la finance, des assurances et des banques. Et tout cela est un point extrêmement clé et devenu prioritaire pour les entreprises. La dette technique, on rejoint véritablement le premier enjeu, savoir gérer la complexité. Quand on parle de dette technique, c'est le lourd poids de l'héritage IT, du legacy. Tout cela a un coût, le coût de maintenance notamment, et surtout de développement. Quand on utilise des technologies désuètes, il est difficile de rebâtir dessus une nouvelle fois, ce qui alourdit les coûts. Et enfin, écosystème étendu. Quand je dis écosystème étendu, c'est que l'entreprise doit naviguer aujourd'hui non plus avec ses fournisseurs classiques, mais également avec un ensemble de partenaires, et de partenaires de plus en plus étendus, que ce soit en matière de nouveaux fournisseurs, mais également de start-up, par exemple. Et l'intérêt est de pouvoir interconnecter l'ensemble de cet écosystème et de faire évoluer ça dans une forme d'économie de mutualisation et d'économie du partage. Évidemment, tout cela ne serait pas complet si on ne parlait pas d'innovation. L'innovation aujourd'hui fait partie véritablement est une clé même de la transformation numérique. Sans innovation, pas de transformation numérique. D'ailleurs, je vais vous proposer des petites stats qu'on a chez nous. Donc ça, c'est issu d'un livre blanc que Technologie a publié sur la stratégie des entreprises dans le secteur industriel. Donc 4.0, c'est l'étude menée auprès d'entreprises européennes. Très clairement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les priorités, l'innovation prime largement devant l'efficacité et la réduction des coûts. Donc en gros, ça se dégage vraiment des sujets classiques, cette innovation, mais dans la DSI, cela devient un sujet de développement parce que tout cela amène de nouvelles initiatives en interne et amorce de nouvelles pompes, si j'ai envie de dire ça. Ensuite, tout cela a un impact direct sur le rôle de la DSI. Pour certaines entreprises, en fait, la transformation digitale, la transformation numérique devient même une nouvelle mission de la DSI. Et ce qui est important dans ce slide, c'est la partie, je dirais, à droite. Le plus gros impact que l'on voit du côté de la DSI, c'est qu'elle passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. Elle ne fait plus que fournir des services, mais devient finalement un acteur et un partenaire direct à la fois auprès des métiers, d'aligner encore une fois les besoins métiers sur la stratégie de l'entreprise et surtout auprès de nouveaux partenaires. Donc la DSI a un véritable impact sur les résultats de l'entreprise et tout cela, inévitablement, nécessite une nouvelle gouvernance de l'IT qui est le thème fort de cette introduction. Tout cela est résumé véritablement ici. L'évolution de la DSI, à savoir où on démarre sur un centre de coût, à savoir que la DSI est véritablement un centre de support only, j'ai envie de dire, qui se limite à la gestion des incidents et à l'exploitation des services, puis monte sur un centre de service où là, en revanche, il est véritablement associé au métier, mais impose des contrats de services dans un catalogue de services et surtout à des engagements en matière de qualité et d'amélioration continue. Et le stade le plus élevé, où il se transforme en centre de création de valeur, où là, la DSI même, devient véritablement un partenaire direct des métiers. Au final, la gouvernance de l'IT est plutôt alignée, je dirais même, et radicalement alignée sur la gouvernance de l'IT, de la gouvernance de l'entreprise, pardon.
Et si je voulais grossir le trait, je dirais que la gouvernance de l'IT est devenue la gouvernance de l'entreprise. En passant de l'opérationnel au stratégique, le DSI s'est véritablement forgé, placé même au cœur de la stratégie même de l'entreprise. Chez Technologie, on a réussi à cartographier tout cela, la gouvernance de l'IT dans un puzzle. Donc, comme vous le voyez, la gouvernance de l'IT n'est pas un simple sujet technologique, c'est un sujet véritablement transversal qui couvre autant de champs fonctionnels que de besoins. Si on veut vraiment être très précis, quand on parle d'améliorer la gouvernance du SI, ça revient à activer un ou plusieurs outils et chacun a sa façon d'agir véritablement sur l'amélioration d'un modèle de gouvernance qui a été déjà prédéfini par l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement, spécifiquement à deux technologies, donc l'ITSM, que EasyVista viendra nous présenter les différents cas utilisateurs, et la société Damas, qui viendra nous présenter la façon dont les entreprises peuvent améliorer leur gouvernance du SI à travers des solutions de BPM. Patrick Rally va vous présenter désormais l'état de l'art de l'ITSM, une des technologies justement qui permet d'améliorer la gouvernance du SI. Merci pour cette très belle introduction finalement au sujet de la gouvernance IT. Je voulais donc rappeler qu'effectivement l'ITSM est une des composantes de la gouvernance IT et œuvre pour la gouvernance IT avec des outils d'ITSM finalement qui s'inscrivent dans un marché plutôt mature aujourd'hui et depuis de nombreuses années les éditeurs qu'ils soient français ou internationaux, parce qu'on a des champions français à l'image d'EasyVista, qu'ils soient français ou internationaux, font évoluer leurs solutions. Cette maturité de marché se traduit par certaines consolidations avec des rapprochements entre les acteurs. Pas plus tard que le mois dernier, je crois, un des leaders mondiaux a racheté une solution, un éditeur. Donc une consolidation souvent pour gagner des parts de marché et s'installer en tant que leader sur un segment d'entreprise ou géographique. Cette maturité de marché finalement se traduit aussi par l'enrichissement des solutions au niveau technique et au niveau fonctionnel, par l'ajout de modules, par l'ajout de fonctionnalités et par un usage offert aux utilisateurs de plus en plus agréable et ergonomique. Donc dans le sens finalement de ce qu'on enregistre, de ce qu'on recense comme tendance chez les éditeurs de logiciels, toutes catégories confondues, je dirais. Donc une couverture fonctionnelle des solutions IT de plus en plus large et de plus en plus profonde. C'est ce qu'on peut retenir avec globalement des grands domaines qui sont toujours, alors Cyril, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, qui sont toujours présents comme le support, par exemple, la gestion des incidents, etc., des interventions, la gestion des actifs aussi, donc logiciel, matériel, la gestion des coûts, toujours fonction ultra présente dans ce domaine d'activité. Mais ces fonctions ont également évolué puisqu'on a vu apparaître, et notamment depuis 2019 et la dernière version du référentiel ITIL, donc la version 4, la notion de contrat de service s'est vue propulsée au devant finalement des préoccupations, avec également une approche de plus en plus orientée métier. Alors, ce qui se traduit finalement par une DSI qui s'engage auprès de ses métiers finalement pour créer de la valeur en optimisant les processus. Donc, ce sont vraiment les principales différences que l'on observe sur les outils, enfin en tout cas sur l'apport des solutions ITSM, et ça se traduit aussi par des KPI, un reporting qui est de plus en plus basé sur des indicateurs qui lient à la fois les services IT et la performance métier. Donc voilà, on a de plus en plus, c'est ce qu'on voyait sur la pyramide présentée par Cyril quelques slides
avant, on a de plus en plus une imbrication de l'ITSM au service des métiers, au service de l'entreprise, du coup, et du développement des métiers. On le verra tout au long de cette présentation. Alors, je voulais présenter finalement l'ITSM sous un autre angle, avec comme message principal finalement dire que l'amélioration continue est toujours présente et il s'agit d'appréhender aujourd'hui l'ITSM dans un contexte en mouvement car l'entreprise fait l'objet, Cyril l'a précisé tout à l'heure, l'entreprise fait l'objet de multiples transformations. Alors, si on devait justement parler de cette transformation, on a une transformation numérique, donc on s'oriente vers la digital company, comme le précisait tout à l'heure Cyril, avec des transformations IT, du coup, qui impactent le paysage, l'organisation, l'urbanisation, qui impactent les usages, évidemment, puisqu'on est de plus en plus sur des outils, des devices en mobilité, par exemple, etc. Et donc, c'est une transformation qui impacte également le business, puisqu'on a de nouveaux business models aujourd'hui qui apparaissent dans les entreprises et qui doivent être autorisés justement par l'IT en général, par le système d'information de l'entreprise, avec un enjeu pour l'ITSM, c'est d'accompagner justement ces nouveaux business models. Et c'est en ce sens qu'on parle d'accompagner les métiers, on les accompagne dans leur évolution, évidemment. On a également comme transformation vécue par l'entreprise évidemment une accélération qui n'est pas nouvelle mais qui continue et qui a tendance à se renforcer même, une accélération du cycle de vie des produits et des services d'ailleurs, donc internes ou produits à destination des consommateurs finaux finalement pour répondre à une attente de marché qui, elle aussi, est en pleine évolution. Alors, c'est vrai que dans le retail, on est plus au fait par exemple, le retail, on est plus au fait de ces transformations, mais finalement, on peut dire que cela concerne à peu près tous les métiers et toutes les entreprises. Et puis, finalement, à travers ces différentes transformations, l'entreprise, elle, doit s'adapter et doit s'organiser et orienter finalement sa relation avec les ressources internes, externes, avec les partenaires, avec les collaborateurs, finalement avec son écosystème. Donc tout ça pour rappeler que finalement l'entreprise est en mouvement et vit différentes transformations. À travers ces transformations, on comprend que le rôle de la DSI, le rôle des services finalement proposés par la DSI évolue. Donc, il est important d'appréhender la DSI au regard de toutes ces transformations qu'on vient de citer et considérer ce contexte mouvant revient finalement à prendre en compte différents cycles de vie, c'est ceux qui sont représentés sur cette slide, avec un cycle de vie du support, d'abord de la demande, ouverture d'un ticket ou autre, depuis l'ouverture justement qui peut être faite via un PC, via un mobile ou via un chat ou un coup de téléphone. Donc en multicanal, c'est important de rappeler parce qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure en préambule, certains sont en télétravail, d'autres chez eux, d'autres au bureau, certains en mobilité, peut-être dans un hôtel en allant voir un client, etc. Donc, on est dans des contextes différents. Là aussi, il faut pouvoir finalement suivre et pouvoir compter sur un support multicanal. Donc, cycle de vie du support depuis la demande d'ouverture d'un ticket jusqu'à sa résolution, incluant évidemment la mesure de la satisfaction du client donc a ouvert ce ticket et la qualité du service. On a également un cycle de vie du service, depuis l'identification d'une attente ou d'un service qui pourrait apporter à l'entreprise un bénéfice. Donc depuis l'identification de ce service à son entrée dans un catalogue, à un contrat de service finalement avec les clients et l'engagement de la DSI à produire ce service pour apporter telle ou telle autre valeur, jusqu'à la sortie de ce service lorsqu'il n'est plus pertinent finalement. On a également un autre cycle de vie qu'il faut appréhender dans cette gouvernance, c'est celui des actifs matériels, logiciels, depuis encore une fois l'identification, l'inventaire de ces actifs jusqu'au déploiement et au décommissionnement, au remplacement de cet actif.
Et puis, on a le cycle de vie de la configuration du système d'information, donc la CMDB, depuis l'inventaire des matériels, là encore, jusqu'à l'impact d'un changement d'actifs, par exemple, puisqu'on cartographie finalement toutes les relations qu'il y a entre les logiciels, entre les différents matériels qui composent le système d'information. Donc finalement, l'ITSM repose sur les 4 piliers. La gouvernance finalement s'appuie sur une gestion des services, d'abord une gestion financière, une gestion technique, mais aussi une gestion administrative des assets, des actifs. Donc, je voulais rappeler simplement quels sont les principaux services que l'on retrouve dans une solution d'ITSM, donc un service catalogue, donc avec, si on doit pointer l'évolution, la gestion des niveaux de service aujourd'hui est largement plus pointue et plus précise que ce qui se faisait il y a encore quelques années. Il y a aussi la formalisation de façon contractuelle de la relation client-fournisseur finalement, et la notion de contrat de service qui est nouvelle et qui apporte véritablement une valeur ajoutée aux outils d'ITSM, donc avec évidemment toujours un service desk, la gestion des incidents, des problèmes, la gestion des changements, pareil avec des analyses d'impact bien plus fines, bien plus précises, grâce à des outils de cartographie souvent qui accompagnent cette gestion des changements, une gestion de projet, une gestion des actifs et incluant donc l'ITAM, on va en parler un petit peu tout à l'heure, donc l'IT Asset Management, une gestion des procédures et des connaissances, là aussi très importante. On est dans aujourd'hui une entreprise qui doit permettre de plus facilement partager son contenu, donc de le centraliser et le partager également, on le verra tout à l'heure. Donc voilà ce que l'on peut rappeler pour ce qui concerne les principaux services offerts par les outils d'ITSM. Alors justement, pour quels bénéfices? Parce que souvent la DSI, lorsqu'elle souhaite investir dans un outil, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, ITSM ou pas, elle essaie d'évaluer sans parler de retour sur investissement direct, mais en tout cas la valeur ajoutée et les bénéfices de ce nouvel outil. Et je dirais que il semble important pour nous de rappeler que les bénéfices sont souvent liés au niveau de maturité de l'entreprise au regard de son IT évidemment et de sa DSI. Hein. Et c'est vrai pour tous les outils logiciels. Finalement, on en tire plus ou moins en fonction de sa maturité. Donc globalement, on peut rappeler également que l'ITSM fait toujours progresser l'entreprise, finalement, si on regarde, quel que soit son niveau de maturité. Après, en fonction de son niveau, on obtient tel ou tel autre bénéfice. Et si on devait schématiser finalement et catégoriser les entreprises, on pourrait représenter 3 catégories d'entreprises selon leur niveau de maturité IT justement, avec chaque entreprise peut se reconnaître dans un niveau ou dans un autre ou dans des niveaux intermédiaires, évidemment, tout n'est pas hermétique. Et ces 3 niveaux sont représentés sur l'étage du haut, finalement, avec un IT qui peut poser problème ou qui peut fonctionner correctement ou qui, pour aller beaucoup plus loin, améliore le business. Et cela se traduit par des niveaux que vous voyez sur l'étage du dessous, du niveau où on est soit dans l'urgence et l'absence totale d'anticipation, finalement, avec des performances in fine plutôt difficiles à obtenir, difficiles à mesurer d'ailleurs aussi, et où finalement la DSI, le rôle de la DSI se cantonne, pour ce qui est de ce sujet des services, se cantonne à répondre à des problèmes, donc dans l'urgence, avec une qualité évidemment toujours perfectible, je dirais. Deuxième niveau, l'entreprise dispose d'un système informatique, d'une IT qui fonctionne plutôt correctement, donc qui répond à des demandes dans des délais corrects, avec quelquefois encore peut-être des urgences, qui présente cette fois un niveau parfois même proactif grâce
à l'analyse des problèmes, des incidents. Donc, on est déjà dans une logique d'amélioration, et d'amélioration continue, certes, mais aussi d'amélioration et d'anticipation. On commence à se préparer à ne pas subir finalement, mais plutôt à anticiper, à être proactif. Donc, évidemment, dans ce cas-là, on vise l'efficience et l'amélioration. Et c'est un niveau pour nous qui semble intermédiaire, qui représente sans doute la partie la mieux dotée, la plus mature des entreprises, enfin en tout cas, on est sur le haut du panier, je dirais, avec le niveau le plus mature qui est donc à partir du niveau 3 et surtout le niveau 4, on est dans le prédictif. L'IT, finalement, ne se contente pas de répondre, mais apporte véritablement une valeur ajoutée au métier, notamment, avec des objectifs qui sont souvent liés à ceux des métiers, d'ailleurs, avec une logique, dès que possible, je dirais, d'automatisation, et avec une logique aussi d'amélioration de l'expérience. Donc l'expérience utilisateur aujourd'hui, du client, effectivement, mais aussi des opérateurs. Et on le verra tout à l'heure, on va essayer finalement d'étendre les bonnes pratiques de l'IT pour les bonnes pratiques des services IT à d'autres domaines de l'entreprise. On en parlera juste après avec l'Enterprise Service Management, où on essaie de répondre aussi aux besoins des métiers finalement. Voilà. Je rappelle la slide présentée tout à l'heure par Cyril, parce que finalement, on en est là aujourd'hui. Donc, on a, en fonction de la maturité des entreprises, un niveau support. On peut se contenter de ce niveau-là, mais les outils d'ITSM vont beaucoup plus loin. Je crois qu'on le verra tout à l'heure avec notre collègue d'EasyVista qui présentera notamment plus de valeur justement apportée par ces outils. On a aussi la notion de contrat de service, donc là où la DSI s'engage pour un meilleur pilotage et pour une amélioration continue, et puis le niveau supérieur avec l'amélioration de l'efficacité métier et de la création de valeur à travers les processus. Donc les enjeux finalement de l'ITSM, c'est d'aligner les services IT aux besoins des métiers. Aux besoins des métiers, c'est aujourd'hui vers ça que tendent les outils d'ITSM. Rechercher toujours l'amélioration continue de la qualité des services IT, évidemment, optimiser la dimension budgétaire et étendre justement ces services IT et ces bonnes pratiques finalement acquises, d'étendre aux autres métiers de l'entreprise, parce que finalement on se rend compte, à l'instar d'un service partagé finance par exemple dans une entreprise, on se rend compte que ces bonnes pratiques elles sont transposables et on peut profiter finalement de la gestion de l'ouverture d'un ticket, du traitement, du suivi, de la livraison d'une réponse avec l'amélioration de la qualité de service et la mesure de cette qualité justement tout au long de ces processus. On augmente l'agilité, donc si on décrit un enjeu un peu supérieur, on augmente l'agilité et la sécurité de l'entreprise, finalement par une bonne gouvernance, notamment par les analyses d'impact, comme je le présentais tout à l'heure. Et puis, in fine, on parlait tout à l'heure de Digital Company, eh bien, on facilite la transformation numérique de l'entreprise et l'adoption ou le déploiement de nouveaux business models. Voilà. Donc, très rapidement, je pense qu'il était important de rappeler aussi les moteurs, finalement, ce qui fait évoluer les solutions ITSM, vers quoi elles tendent aussi. Ça sera complété évidemment tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va vers une interface unique, une interface de plus en plus ergonomique d'ailleurs, hein, avec des outils de plus en plus agréables à utiliser. Une interface unique, une supervision accrue et plus précise et de plus en plus en temps réel d'ailleurs, avec donc le TCO, je l'ai dit, la maîtrise finalement budgétaire de plus en plus pointue aussi, une gestion des processus qui tend vers la création de valeur et non plus simplement, je dirais, entre guillemets, vers l'optimisation des processus. Aujourd'hui, on recherche la création de valeur parce qu'on a compris à travers la transformation numérique que c'est ça qui peut faire grandir l'entreprise et développer l'entreprise. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, une meilleure gestion des connaissances et avec un partage aussi plus approprié, évidemment pour être plus pour aller dans un système prédictif, on a besoin de comprendre pour anticiper, donc plus d'analyse et on le verra tout à l'heure aussi de machine learning, etc.
Voilà pour ce qui est des moteurs de l'ITSM. Je voulais juste aussi présenter les moteurs de l'ITAM, donc IT Asset Management, donc matériel, logiciel, finalement, comment est-ce que les outils traitent et gèrent l'ITAM, donc plus de centralisation et à l'instar de ce que l'on ressent comme préoccupation auprès des DSI qui lancent des projets IT en général, on veut centraliser pour une meilleure maîtrise d'ailleurs, on veut standardiser, homogénéiser finalement que ce soit les processus, la gestion de parc, les pratiques, etc. On veut industrialiser, donc par notamment des workflows, du BPM, du machine learning pour anticiper et produire des algorithmes qui vont permettre finalement de fonctionner de plus en plus, enfin, permettre au système de fonctionner de plus en plus en autonomie finalement et de façon automatisée. Et puis évidemment, recherche de performance, donc avec non seulement la sécurité, la conformité logicielle, mais aussi tout ce qui est convergence des technologies. Donc on mise sur des technologies pour s'assurer que le fonctionnement de demain sera optimisé. Finalement, les tendances d'ITSM, et si on devait retenir que quelques idées, on offre une expérience client. Les éditeurs font, en tout cas, ont fait d'importants efforts, ont consenti d'importants efforts pour améliorer l'expérience client, donc l'utilisation un peu comme on a dans le retail aussi le parcours client ou sur le web d'ailleurs. On améliore ce parcours client, on va vers plus de mesures automatiques et d'automatisation finalement de tout ce que l'on peut proposer en termes de services. Et deuxième axe fort, on améliore la productivité, on améliore l'efficacité des services. Alors souvent par de l'automatisation, par des portails self-service, donc où les utilisateurs travaillent, enfin, peuvent finalement trouver des solutions tout seuls hein, via un portail, des outils de BPM, de workflow, de robotic process automation, donc RPA, des chatbots de plus en plus pour résoudre un certain niveau de demande, en tout cas pour répondre à un certain niveau de demande, et puis de l'ITSM à l'ESM, donc service partagé pour être étendu au métier. Et puis, évidemment, dans le sens de tout ce que l'on observe en IT vis-à-vis des big data, etc., du machine learning, de l'automatisation, à outrance pour essayer d'aller de plus en plus vite et d'être de plus en plus précis pour anticiper. Voilà ce que l'on peut rappeler et dire sur le marché de l'ITSM aujourd'hui. Merci bien Patrick, voilà. Merci. Super présentation, on a bien compris là où était l'enjeu de l'ITSM dans la gouvernance de l'IT et savoir véritablement comment on arrivait justement à l'intégrer dans l'ensemble de la cartographie qu'on a pu proposer tout à l'heure au début de ce webinaire. Avant de passer à la présentation d'EasyVista et de Loïc Bénard, je vous propose de commencer à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons juste après donc, la session d'EasyVista. Loïc, si vous voulez bien prendre la parole, c'est à votre tour. Merci Cyril, merci Patrick pour ces premiers éléments autour de l'ITSM. Nous allons démarrer par ces retours d'expérience illustrés au travers des solutions EasyVista que je représente aujourd'hui. Et ce qui va nous intéresser de manière plus concrète, c'est trois thématiques autour de ce sujet de la gouvernance du SI. Nous allons parler de la cartographie du SI, de votre capacité à délivrer, fournir, supporter les services à vos utilisateurs ou usagers. Et on va également illustrer quelques retours d'expérience autour de l'accompagnement des métiers, de la digitalisation des métiers au sein de la DSI. Pas de nouveauté ici, vous êtes tous au fait de cette accélération de la transition numérique qui a été drôlement accélérée par la situation que nous vivons toujours actuellement. Cette accélération qui a permis de
faire gagner un certain nombre d'années et d'expériences autour de la digitalisation des processus de l'entreprise. Mais cette accélération qui n'est pas isolée, cette accélération, elle est aussi là parce que les utilisateurs, les usagers, les citoyens que nous sommes vont totalement et nous sommes totalement appropriés les nouvelles technologies aujourd'hui. Et cette vitesse d'appropriation, finalement, entraîne l'accélération également de la digitalisation. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Et notamment pour en revenir aux problématiques et aux enjeux de la DSI, ça nécessite aussi une approche des méthodologies et des solutions qui sont plus agiles pour vous accompagner dans cette vitesse, cette accélération et cette course effrénée à l'innovation et aux nouvelles technologies. Ce qu'on voit notamment d'un point de vue enjeu des directions informatiques, c'est 7 principaux enjeux que nous allons voir dans un instant. Voilà. Les enjeux que j'ai tâché de synthétiser ici. Le premier étant le support à la transformation digitale des métiers. Puisqu'aujourd'hui, les directions informatiques, certes, assurent l'exploitation, le support de leurs infrastructures telles que réalisées il y a déjà 30 ans, mais surtout deviennent de véritables partenaires des métiers pour les accompagner dans cette transformation digitale qui n'est pas nouvelle. C'est pas quelque chose qui a démarré l'année dernière, c'est quelque chose qui a démarré il y a une bonne dizaine, quinzaine d'années et qui encore une fois s'est accéléré. Donc il y a un véritable support et la DSI aujourd'hui est je tendance à dire le moteur principal de l'entreprise dans l'adoption des nouvelles technologies et des nouveaux enjeux du numérique. Il est certain qu'il y a une augmentation des demandes de services numériques. Les utilisateurs, les consommateurs que nous sommes, les consommateurs que nous sommes, nous réclamons de plus en plus de solutions et de solutions. Alors c'est encore une fois pas des solutions pour faire de la techno, mais des solutions qui sont pragmatiques et qui sont simples à utiliser pour effectuer nos tâches au quotidien. Donc le lieu commun aujourd'hui, c'est évidemment des outils collaboratifs. On n'aurait pas parié sur cette adoption des utilisateurs il y a 5 ans, il y a une dizaine d'années, mais c'est la réalité aujourd'hui, encore une fois accélérée par la pandémie, mais la tendance était déjà là. Avant la pandémie. Et donc, ces nouveaux services aujourd'hui sont très largement consommés, sollicités par les collaborateurs, quel que soit finalement le secteur d'activité. On a tendance à dire que même aujourd'hui, la personne qui travaille dans son usine en région est amenée à utiliser de nombreux services numériques. Côté support, beaucoup trop de sollicitations ont eu lieu ces derniers temps, de par justement l'appropriation des nouvelles technologies. J'ai tendance à dire que ce nombre de sollicitations va tendre à, alors non pas diminuer, mais en tout cas la courbe va s'aplanir dans le temps. Dans la mesure où les nouvelles générations aujourd'hui, on en a beaucoup parlé aussi cette dernière décennie, des nouvelles générations, la génération X aujourd'hui, c'est des trentenaires, hein. C'est une grosse partie des effectifs au sein de vos organisations, c'est des gens qui ont grandi avec le numérique. Je suis pas loin d'en faire partie et évidemment, ce sont des gens qui sont amenés à avoir un certain niveau d'autonomie et de connaissance des usages numériques aujourd'hui. Et donc tout ça va amener une certaine, en tout cas diminuer la tension liée à ces sollicitations. Tension qui est également atténuée par la mise en place d'outils autour de la gestion des connaissances, l'accompagnement de la digitalisation des procédures dans les entreprises. On propose notamment de notre côté une solution de self-help pour que les utilisateurs se dépannent par eux-mêmes. Le turnover et donc des enjeux de résilience, des connaissances et compétences en interne, c'est un point qui est important. Autre élément et autre tendance qui n'est pas nouvelle, mais qui a continué de s'accélérer ces dernières années, c'est ce que j'appelle la cloudification, donc l'externalisation de vos infrastructures, de vos services dans le cloud, qui amène une réduction des tensions sur quelques composantes liées à l'exploitation, mais qui amène de nouveaux enjeux et de nouvelles situations, notamment dans la gestion des relations
et le suivi de l'efficacité des prestataires. Aujourd'hui, la principale contrainte d'une DSI ne consiste pas uniquement ou principalement à gérer le maintien en condition opérationnelle de son serveur, mais peut-être de plus en plus à gérer le suivi du contrat de service avec AWS ou Azure, de s'assurer de la bonne conformité liée aux enjeux de cybersécurité. Ce sont les nouveaux enjeux, et c'est les enjeux de demain, aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui et de demain pour les DSI. La satisfaction client, employé, usager, citoyen, évidemment au cœur des enjeux. Et le dernier élément, qui n'est pas le moindre, c'est le coût du service d'information. D'un point de vue, la première thématique, donc liée à la cartographie de votre SI, beaucoup de changements, une grosse transformation également ici, qui est notamment liée, portée par l'externalisation et la cloudification. Beaucoup d'entreprises se sont lancées à corps et cœur perdu dans des projets de CMDB ces dernières années au travers du prisme technologique. On va mettre en place des outils d'inventaire, on va cartographier et tout ça va nous permettre de gérer notre système d'information. Oui, mais pas. Mais non. Beaucoup d'entreprises se sont également retrouvées en situation enfin, je dirais pas d'échec, mais en grande difficulté liée, une fois cartographié vos milliers, centaines de milliers d'éléments sur votre infrastructure, à piloter tous ces éléments, à les maintenir en conditions opérationnelles, à maintenir votre CMDB, tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut revenir au basique, et le basique consiste à se dire que le service informatique, la DSI, est là pour accompagner les métiers, le business de l'entreprise. Et pour accompagner les métiers et le business de l'entreprise, il s'agit de partager une vision avec ces métiers. Parler de vos problématiques de serveurs, de routeurs, de switch, de firewall avec les métiers n'est évidemment pas quelque chose qu'ils vont comprendre. Et inversement, lorsque les métiers vous parlent de leur processus et de leur business, c'est pas forcément quelque chose qui est totalement bien intégré et bien compris dans un certain nombre de cas. La seule et unique vision partagée par les métiers et la DSI, ce sont les services. Les services que vous, DSI, proposez, fournissez, supportez aux métiers, et ces mêmes services que vos clients, les métiers, utilisent au quotidien. Et donc, ce qui est important dans cette cartographie du SI, en premier lieu, c'est de mettre en place cette vision partagée, de vous assurer que vous avez dans un premier temps cartographié les métiers que vous proposez, que vous supportez, fournissez auprès des différents départements métiers. Sur cette notion de service et de cartographie, on va voir sur la slide suivante quelques questions à se poser. Pardon, excusez-moi pour ces contretemps techno. Donc la cartographie du SI, il y a un certain nombre de questions à se poser. La première question, et je viens de l'évoquer, c'est cette notion de service. Et donc, qu'est-ce qu'un catalogue de services? Quel est le catalogue de services qu'aujourd'hui vous proposez à vos utilisateurs? Service applicatif, certes, mais aussi le service de stockage, le service email, le service internet, le service lié aux technologies de télétravail aujourd'hui font partie totalement de ce catalogue de services. Et donc, c'est une première étape qui va être essentielle. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de se poser la bonne question, c'est-à-dire qu'est-ce que cette CMDB, quel est l'objectif pour moi? Et évidemment, l'objectif pour l'entreprise A ne sera pas forcément l'objectif pour l'entreprise B, puisque l'entreprise A et l'entreprise B n'ont pas forcément le même business et les mêmes enjeux. Un retailer, une société, un hypermarché va avoir des enjeux qui ne seront pas les mêmes qu'une société de logistique. L'enjeu principal, j'aurais tendance à dire, pour Auchan ou pour Carrefour, c'est déjà de s'assurer que le système d'encaissement chez les clients fonctionne correctement, que son système d'approvisionnement en flux tendu fonctionne correctement. Là où, dans une entreprise de service, on va s'assurer que des consultants puissent délivrer leurs projets et accéder à leurs outils de gestion de projet, de livrables, de création des livrables divers et variés. Une fois que vous avez défini vos objectifs business liés et donc les objectifs de votre CMDB, il va falloir se poser la question de l'utilité. Où et quand vous l'utilisez? Et surtout, quel est le bon niveau de détail et de granularité du contenu de cette CMDB. Autrement dit, le niveau de détail va avoir un impact direct sur votre capacité, évidemment, à exploiter et assurer le pilotage du service. Donc, les questions qu'il faut se poser
ici, c'est celui que l'organisation est en mesure de gérer, parce qu'encore une fois, alimenter votre CMDB avec 200 000 éléments de configuration, si vous n'êtes pas en mesure d'assurer le bon support et la bonne confiance de tout ça, ça ne sert pas à grand chose et vous allez vous retrouver avec un niveau d'obsolescence important sur votre CMDB. Et le deuxième élément, c'est celui que vous avez besoin pour réaliser vos opérations. Et donc, un premier exemple concret de modélisation de cette CMDB. Donc là, on est sur la modélisation logique d'un groupe chimique français présent à l'international. Et ce groupe chimique français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont, dans un premier temps, mis en place la cartographie des services qu'ils proposent. Et dans ces services, avec deux grandes composantes, deux grandes catégories, les services fournis aux utilisateurs et les services pilotés, nécessaires à la DSI pour piloter leur infrastructure. Et à partir de là, ils ont commencé à détailler ces différents services, ceux qui composent ces services d'un point de vue serveur, réseau et les quelques éléments dont ils avaient besoin, donc c'était quelques milliers d'éléments, mais surtout, ils se sont mis en perspective de se poser ces bonnes questions, de se dire qu'est-ce qu'on veut piloter. Et eux, ce qu'ils souhaitaient piloter, c'était l'impact de l'indisponibilité des services auprès des différentes entités, des différents départements au sein de l'organisation. C'est pour ça que dans leur CMDB, ils ont très concrètement modélisé les différentes business units de leur organisation, les unités opérationnelles, les différentes régions, les différents partenaires, parties prenantes dans la chaîne de production du service. Et donc, à partir du moment où les outils de supervision sont en mesure de remonter une information sur l'indisponibilité d'un serveur, eh bien, donc ces fameux outils d'analyse d'impact permettent d'identifier les services impactés et donc les unités, les business units impactés. Tout cela peut tout à fait vous permettre derrière d'avoir la mesure du coût d'une indisponibilité de service pour le business de votre entreprise ou de votre collectivité. Donc ça, c'était un premier élément. Un deuxième élément, sur la cartographie du SI, c'est un acteur majeur également français du traitement de l'eau. Et eux, pour le coup, ils ont mis en place une CMDB très technique, mais encore une fois, ils avaient un objectif en tête derrière tout ça. Et les outils et les ressources pour pouvoir le piloter. Une CMDB technique qui contient des centaines de milliers d'éléments de configuration. Et donc tout cela leur a permis, lorsqu'ils dépêchent un technicien pour effectuer une mesure d'infrastructure, de s'assurer tout simplement que le technicien ait les ressources. Par exemple, et encore une fois très simplement, une prise électrique à disposition pour pouvoir brancher un nouvel équipement. Vous voyez que tout ça répond à des enjeux très concrets. Assurer la fourniture et le support des services. Encore une fois, le catalogue de services a une importance extrême pour s'assurer de la pertinence de la proposition de valeur que vous allez fournir à vos utilisateurs et usagers. Donc, il faut avoir une analyse de la valeur et donc un découpage de ce catalogue de services en fonction de vos besoins, des fonctions, des solutions qui sont apportées. Adopter une approche just enough, ça sert à rien d'avoir un catalogue de services dantesque pour vos utilisateurs. Il faut leur fournir ce dont ils ont besoin, ni plus ni moins. Vous assurez l'efficacité de vos processus d'un point de vue gestion de projet, de fourniture des services, des niveaux de service, Patrick en parlait tout à l'heure, et ne pas oublier un composant essentiel, c'est de pouvoir communiquer et marketer ce que vous fournissez à vos collaborateurs en interne, avec une expérience utilisateur, une expérience client important et avec une orientation de votre côté. Il faut que vous soyez absolument orienté usage et usager. En termes de déploiement, n'oubliez pas d'inverser les paramètres du projet, c'est-à-dire ici on parle d'agilité plutôt que de fixer un périmètre, c'était la vision classique, et ensuite d'estimer des budgets et du planning, et le planning, inverser les paramètres, assurez-vous d'avoir un budget et un planning fixe et définissez les périmètres en fonction de ces premiers éléments. Ça semble idiot à dire, mais ça fonctionne et ça vous permet d'augmenter la qualité perçue par vos utilisateurs. Une première illustration avec une société foncière française pour illustrer justement l'agilité et le marketing de la DSI. Alors cette société a évidemment mis en place un portail self-service pour leurs utilisateurs en France et à l'international. Et ce qui était intéressant, c'était outre le déploiement initial de ce portail qui s'est fait extrêmement rapidement puisqu'ils avaient réfléchi en amont au catalogue de services, à la CMDB, aux enjeux. C'était également la possibilité qu'ils ont eu également de faire du marketing. Je vous mets cet exemple ici très concret pour leur public américain, lorsqu'Halloween est arrivé, et Halloween, vous le savez, c'est une fête très importante aux États-Unis, ils ont pris
l'opportunité de personnaliser le portail self-service et d'en faire une version Halloween temporairement pour cette population spécifique. Et donc, lorsqu'on parle de nécessité d'agilité pour les solutions, eh ben, cette nécessité d'agilité, au-delà de fournir des services, d'être agile dans la fourniture et le support des services, c'est aussi être agile dans la communication et le marketing. Vous pouvez imaginer le ressenti, le feedback et l'expérience finalement de leurs clients en interne, de leurs collaborateurs, lorsqu'ils ont pu utiliser le jour d'Halloween ce portail dédié avec ce niveau de personnalisation. Et tout ça a été rendu possible parce que en quelques minutes, voire quelques heures, en fonction du niveau de complexité, vous êtes tout à fait à même de pouvoir effectuer ce niveau de personnalisation. Le deuxième exemple, c'est un acteur majeur français de l'énergie et cet acteur a dû faire face à des besoins de support en augmentation avec le déploiement de nouvelles technologies auprès de leurs utilisateurs dans un contexte d'infogérance forte. Ils ont donc mis en place une solution de self-help, donc pour guider leurs utilisateurs. Et les résultats obtenus par cet acteur majeur français de l'énergie, c'est 31% des tickets qui ont été résolus par les utilisateurs par eux-mêmes via le portail. Donc une réduction directe du volume de tickets auprès du support de 31%. Ils ont évalué ça, une réduction des coûts opérationnels annuels de près de 400 000 €. Pour parler un petit peu de retour sur investissement. On va passer au dernier sujet qui est l'accompagnement des métiers. Et pour illustrer cet accompagnement des métiers, 3 enjeux importants lorsque la DSI se positionne en tant que partenaire des métiers. Les avantages concurrentiels pour l'entreprise, la performance de la fonction SI évidemment et la composante humaine avec notamment les notions de reconnaissance collective et individuelle sont vraiment des enjeux forts pour mettre en place cette relation, une relation pérenne entre la DSI et les métiers. Un premier exemple d'un acteur français de l'investissement ici. Et donc, ils ont au-delà, et Patrick en parlait avec l'ESM, au-delà des services IT, ils ont pris le parti d'une expérience collaborateur unique en mettant en place un portail leur permettant d'accéder non pas uniquement aux services informatiques, mais également aux moyens généraux pour pouvoir réserver une place de parking pour un invité, déclarer une problématique d'éclairage dans telle ou telle pièce, etc. Donc ça c'est vraiment un élément qui permet à la DSI d'être en partenariat avec un autre département, en l'occurrence ici les moyens généraux, pour les accompagner dans la digitalisation de leurs processus, des interventions récurrentes à effectuer au sein des bâtiments. Et un autre exemple plus international, puisque vous allez le voir, EasyVista, c'est une société française, mais internationale, un de nos clients aux États-Unis, l'université de Fordham, qui a pris le parti au-delà des services informatiques. Vous pouvez très bien vous rendre compte que l'éducation et notamment au sein des universités, c'est pas uniquement un enjeu de formation, c'est un enjeu business. L'éducation est du business comme tout aux États-Unis. Et donc, l'université de Fordham utilise nos solutions pour piloter tous les services liés aux étudiants et aux enseignants au sein de l'organisation. Très rapidement et pour conclure, EasyVista, je vous l'ai dit, c'est une entreprise française qui est là depuis plus de 25 ans, qui innove sur le marché de l'ITSM. On fait à peu près 50 millions de chiffres d'affaires, une belle croissance toujours, malgré la situation et la pandémie. 2000 clients, 6 millions d'utilisateurs. On est présent dans 50 pays. Nous avons 230 collaborateurs, près de 150 en France. Un très beau taux de renouvellement et nous sommes présents dans le Magic Quadrant de Gartner depuis plus de 9 ans. Nous sommes le seul acteur français sur le monde de l'ITSM à être présent auprès de Gartner. Et nous proposons aujourd'hui des solutions autour de l'ITSM avec notamment du self-service, du self-help, le catalogue de services, la météo des services, un agent virtuel. Patrick parlait du chatbot tout à l'heure. La dimension ITSM, la gestion des incidents, des problèmes, des changements, des connaissances, de la disponibilité, continuité de vos services, l'IT Asset Management, la gestion des actifs, leur cycle de vie, du Green IT, la gestion des licences et pour finir, la gestion financière avec la gestion de vos fournisseurs, de leurs contrats, la refacturation, le budget IT, etc. Donc une solution très complète pour piloter vos services informatiques. Et je passe la main à Cyril. Je vous remercie. Merci beaucoup, Loïc. Merci pour cette présentation. Merci pour avoir fait rapide aussi sur tout cela. C'était très, très dense. Beaucoup de retours d'expérience également, beaucoup de bonnes pratiques à retenir de cette présentation. Donc, un grand merci pour cela.
On est un petit peu en retard sur le planning. Ce que je vous propose, c'est de centraliser les questions. Je vous encourage d'ailleurs toujours à poser vos questions dans le chat. Et nous centralisons les réponses à la fin de tout cela afin de laisser le temps de parole équivalent pour tout le monde. Après l'ITSM, nous allons aborder la deuxième partie de ce webinaire. Et deuxième partie, deuxième technologie, deuxième rôle fonctionnel dans le système d'information qui permet d'améliorer la gouvernance de l'IT. Je parle donc du BPM. Donc, nouvelle fois, comme tout à l'heure, moi j'aime bien de poser des définitions, savoir de quoi on parle tout de suite. Donc, chez Technologie, on considère le BPM comme une discipline visant l'amélioration des processus pour optimiser les performances globales de l'entreprise. Donc, immédiatement, on est plongé dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Le BPM va donc s'intéresser directement au processus métier de l'entreprise, à savoir ce qui façonne, ce qui fait que le moteur premier de l'entreprise, et surtout la façon dont on peut interagir directement avec ces mêmes processus, avec l'objectif premier de les faire évoluer et d'ajuster ces processus à la performance même de l'entreprise. Et je parle vraiment de l'entreprise directement. Donc, ce qui est un des objectifs clairs de la gouvernance du SI aujourd'hui et de l'IT, c'est justement d'agir directement et de pouvoir traduire la stratégie de l'entreprise dans l'IT et dans les processus auprès des métiers. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le BPM permet de modéliser, d'automatiser des processus d'une part, et surtout, et c'est un point clé ici, d'orchestrer dans son sillage des services IT qui, on l'a vu tout à l'heure, sont aujourd'hui nativement hétérogènes. L'idée donc est d'optimiser les ressources de ce SI extrêmement distribué et devenu extrêmement étendu et multi-technologique. Mais, et c'est encore ici un point clé, toujours en adéquation avec la stratégie de l'entreprise. Voilà comment on pourrait le traduire aujourd'hui. En fait, ce qui est important là-dessus, c'est de voir où se place la dimension processus. On remarque qu'elle se place juste entre la stratégie de l'entreprise et le système d'information étendu, et ensuite l'IT qui compose justement ce service d'information. Donc, on pourrait presque créer une forme d'analogie et identifier le BPM et cette démarche processus où sont centralisés les processus métiers, les activités, les tâches et l'automatisation, comme la courroie de transmission directe qui anime les ressources de l'IT au bénéfice direct aussi de la stratégie de l'entreprise. Si on reformule un peu, il s'agit de traduire l'évolution de la stratégie, le développement de la stratégie, l'adaptation de la stratégie aux régulations. Les règles sont de plus en plus courantes aujourd'hui et les performances varient d'une entreprise à l'autre et les objectifs peuvent également évoluer dans le temps en fonction du marché, en fonction de la concurrence, en fonction de X facteurs et traduire justement ces évolutions directement au sein de l'informatique et du SI par l'intermédiaire des processus. Cela se fait, et là est un point clé pour le BPM, dans un cycle d'amélioration continue. Alors, qu'est-ce que j'entends par amélioration continue? C'est l'idée justement de pouvoir traduire ces améliorations et de pouvoir traduire ces évolutions de la stratégie de l'entreprise directement et de façon continue dans les processus qui animent, justement les processus métiers qui animent cette entreprise. Donc, on peut identifier directement un processus. On va démarrer le cycle de façon assez brève. On peut identifier le processus clé aujourd'hui qui agit sur telle activité, telle tâche. On peut également le découvrir. On peut l'analyser avec des KPI très particuliers, surtout analyser ses performances. Là, vous voyez différents modèles et différents métiers interviennent. Donc, cette partie-là, on est résolument centré sur les métiers. Et puis, plus on va évoluer vers la gauche, plus l'IT va rentrer véritablement en jeu dans le cycle d'amélioration continue du BPM, où l'IT va collaborer avec les métiers et vont collaborer autour du
processus de reconception et d'optimisation des processus. Des déploiements, là, c'est un peu l'affaire de l'IT, mais pas uniquement, nous le verrons un petit peu plus tard. Et enfin, le monitoring et le contrôle, où là, inévitablement, l'IT pose ses KPI, les métiers ses propres KPI également, et on arrive à contrôler l'ensemble des processus et surtout de la stratégie de l'entreprise, encore une fois. En matière d'impact sur la gouvernance, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui, tout cela a un véritable effet qui est celui de modifier les relations historiques entre l'IT et les métiers. On vient de le voir, les métiers et l'IT collaborent plus étroitement, mais ils ne collaborent pas uniquement sur un schéma de demande-exécution, demande et j'essaie d'adapter le processus l'IT en fonction d'un processus, mais l'idée que tout cela s'inscrive dans un cycle de collaboration où le processus se traduise naturellement dans une interopérabilité de services IT et qu'on s'extrait de cette demande, de cette commande client-fournisseur que pouvait avoir historiquement une DSI et les métiers. Reste qu'aujourd'hui, les processus, c'est quand même encore un peu ça. C'est-à-dire que c'est des processus qui sont encore enfouis et dilués, non pas dans des grandes solutions très centralisées, mais plutôt dans des applications bureautiques que tout le monde utilise. Donc pour l'analyse, évidemment, c'est la cartographie des processus, on utilise PowerPoint, le même outil que nous utilisons aujourd'hui pour ce webinaire. Et l'orchestration, Excel et le mail, ce sont encore les deux outils majoritaires pour gérer les processus et surtout pour se les envoyer et collaborer autour. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas vraiment une démarche très standardisée, elle est peu outillée véritablement et relativement peu industrialisée. Mais attention, même si tout cela tend à s'améliorer dans les entreprises avec l'arrivée de nouveaux acteurs et surtout de solutions qui sont très adaptées et beaucoup plus conviviales. Mais alors du coup, je vous pose une question, comment le BPM peut contribuer à mettre en œuvre cette gouvernance, une gouvernance de l'IT qui soit saine, coordonnée, on l'a vu, l'essentiel est que ce soit coordonné entre l'IT et les métiers, et transformer le DSI en centre de service à valeur, qui est l'un des objectifs clés, à savoir que le DSI se transforme véritablement comme un partenaire des métiers et non pas comme un simple support, un centre de support. L'alignement du SI sur les métiers, c'est évitablement un des gains que peut apporter le bénéfice dans le BPM, dans la gouvernance de l'IT. Donc, on va redire un peu ce que j'ai déjà dit. Il faut considérer le BPM comme une plateforme agent du changement. Cette idée de plateforme agent, c'est de pouvoir traduire les évolutions de la stratégie de l'entreprise et que cela se ressente véritablement dans les processus et que les métiers soient directement impactés et de la visibilité sur cette stratégie d'entreprise via les processus. En standardisant et en formalisant les processus, il devient également possible de contrôler leur conformité. C'est un gain qui est particulièrement intéressant en matière de BPM. Et l'autre gain, c'est de réduire les cycles des processus pour gagner en agilité, qui est un des gros enjeux, grâce notamment à l'automatisation. Donc là, on accélère la transformation et le time for market, et le time to market, pour réduire les dépenses. Cartographier, référencer, standardiser et automatiser. Encore une fois, ce qui est intéressant avec le BPM, c'est de pouvoir offrir une vision holistique des processus, surtout savoir ce qu'on a comme processus, mais également en découvrir de nouveaux. C'est souvent le cas. Parfois, il se peut que des métiers ont un département métier ait mis en place un processus et que le second département métier qui l'apporte à côté ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Donc, on peut centraliser les processus pour les réutiliser et surtout les monitorer. Si on ne sait pas ce qu'il y a, il est difficile de connaître s'il fonctionne, s'il ne fonctionne pas et quelle est leur performance. Standardiser pour avoir une vue uniforme et encore une fois, c'est un point clé ici, gérer les risques via l'automatisation, c'est-à-dire éviter les erreurs humaines, c'est des gains de l'automatisation et maintenir surtout ce niveau de conformité
adéquate. Sortir des processus sur étagère, c'est à mon avis ce qui peut se révéler être le plus transformateur aujourd'hui pour les entreprises. Quand je parle de processus sur étagère, c'est que tout le monde a des processus déjà sans avoir du BPM, mais ces processus sont tout simplement enfouis dans des applicatifs. Alors applicatifs, j'entends ERP, j'entends CRM, chaque applicatif ayant des CRM déjà, des processus déjà extrêmement prédéfinis, mais justement ils sont prédéfinis, mais ne sont pas forcément en adéquation avec les processus métiers de l'entreprise. Ils ne sont pas forcément contextualisés ni personnalisés. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement contraignant. Donc, le BPM permet de s'extraire de cette logique de processus sur étagère, mais sans casser le legacy. C'est-à-dire qu'on peut connecter d'autres processus au legacy, ce très lourd legacy, afin de l'augmenter et de mieux asseoir la stratégie d'entreprise et que cette stratégie d'entreprise soit mieux traduite dans les processus métiers. Un des éléments clés également celui de la transversalité pour gagner en efficacité opérationnelle. Alors la transversalité, c'est un point essentiel, vous l'avez compris, l'idée de pouvoir connecter une galaxie d'applications, qu'elles soient dans le cloud, qu'elles soient pas dans le cloud, qu'elles soient mises dans le cloud et à la fois pas dans le cloud, qu'elles soient également sur des postes de travail d'un utilisateur et pas sur l'autre. L'idée de pouvoir connecter l'intégralité de cela, non pas en tant qu'interopérabilité, en tant que zone d'interopérabilité, mais véritablement en tant que processus défini qui fonctionne et surtout complètement transparent pour l'utilisateur. Comment? Le BPM dispose toute une série de connecteurs, d'API qui permettent de relier des applications, des services applicatifs, des infrastructures afin de créer des processus qui soient vraiment façonnés pour l'entreprise et pour la stratégie de l'entreprise. Et c'est avec ça qu'on arrive à créer finalement une fondation relativement saine du concept de DSI as a service. Déployer une démarche centrée sur l'utilisateur, c'est aussi un des points clés. Le BPM propose différents moyens de créer un dialogue satisfaisant pour l'utilisateur, alors via des interfaces contextualisées par rôle, par rôle et par fonction, c'est-à-dire que toutes les tâches, les attributions de rôle, etc., sont vraiment placées en fonction de chacun. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve le matin quand on ouvre son poste de travail et qu'on arrive sur la solution de BPM, le portail centralisé, on sait exactement ce qu'on a à faire, qui fait quoi, on en est où, etc. C'est un point super intéressant aujourd'hui quand on a une façon de centraliser ces processus. Les KPI métiers deviennent surtout compréhensibles. Et encore une fois, c'est indispensable pour savoir et contrôler le processus. Les solutions de BPM offrent aujourd'hui, en grande partie, des studios no-code, low-code, l'idée de permettre de donner la main aux métiers et qu'ils utilisent ses propres outils pour façonner des applications très rapidement à partir des processus ou même de réinventer des processus en libre service et en toute autonomie. C'est le concept même du citizen developer qui interagit de plus en plus avec les métiers. L'idée est de leur laisser les métiers ou certains métiers identifiés, certaines personnes dans les métiers identifiés comme développeurs, de leur laisser mettre la main à la pâte et de construire eux-mêmes des processus et des applications à partir des processus, de leurs processus, mais en toute autonomie. Et c'est un point extrêmement clé en matière de satisfaction des utilisateurs. Mesurer pour maîtriser les coûts. Quand on monitore les performances d'un point de vue technique, on sait véritablement où sont les goulots d'étranglement. On sait quelles sont les possibilités d'optimisation. On sait également s'il est nécessaire qu'il soit ajusté pour mieux répondre à la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les côtés KPI techniques. Donc mesurer, c'est important, mais également mesurer les usages et le niveau d'utilisation côté métier. Ça permet d'identifier, alors pas seulement qui fait quoi, je ne parle pas de contrôle de personnes ici, je parle simplement d'identifier vraiment les points de résistance, de pourquoi un utilisateur finalement n'a pas réagi directement à l'arrivée de ce processus. L'idée est d'identifier le contexte et de pouvoir agir surtout dessus.
Et le point clé, c'est qu'en mesurant le niveau d'usage, on arrive également à maîtriser et mesurer les coûts qui sont retirés de ces usages et combien coûte finalement ce processus et quels sont les services IT derrière qui sont orchestrés pour pouvoir gérer ce processus. Et on peut enfin mesurer justement le coût de l'IT impliqué dans tel ou tel processus. Enfin, dernier point, la rationalisation de l'environnement de travail. Très clairement, quand on installe une solution de BPM, c'est l'ensemble des processus qui convergent dans cette solution et c'est un véritable instrument pour rationaliser, pour que les processus métiers soient correctement distillés aux bonnes personnes, quelle que soit l'application, et ce à travers la galaxie des métiers. Donc, c'est une vraie façon pour canaliser le libre service, hein, on a vu que c'était un point clé, et surtout simplifier l'opérationnel en contournant cette fameuse complexité. La complexité de l'IT et la complexité des processus qui peuvent être très silotés d'un département à l'autre. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais immédiatement laisser la main à Nicolas Terry de la société Damas qui va nous faire des retours d'expérience en matière de BPM. Merci Cyril. Merci. Merci. Du coup, je vais intervenir sur 3 parties. Je vais faire une première partie où je vais détailler notre expérience des nouveaux enjeux de la DSI chez nos clients. Une deuxième partie avec les impacts de ces challenges sur la gouvernance de l'entreprise. Et puis en dernière partie, j'illustrerai des cas clients d'utilisation de Damas et son BPM no-code. Aujourd'hui, on en a déjà beaucoup parlé du rôle de la DSI et de tout ce toutes les charges qui l'incombent. Donc, de notre point de vue, elle doit proposer des solutions techniques, de l'infrastructure, du matériel et des hommes pour gérer ce matériel. Et elle a un rôle de plus en plus important sur la garantie de la sécurité numérique de l'entreprise. Hein. On voit toutes les failles qui sortent aujourd'hui. La DSI doit rester vigilante et doit garder elle doit rester gardien de cette sécurité. Elle a aussi un parc d'applications, un parc d'infrastructures. Elle doit le maintenir. C'est un coût, ce sont des hommes aussi. Donc gérer l'obsolescence, faire évoluer ce qui doit évoluer, mais d'un point de vue technique et pas forcément d'un point de vue fonctionnel. Et elle doit pour autant toujours développer des nouvelles applications et des solutions pour répondre aux demandes exercées par les métiers. Donc l'équipe de la DSI dispose de fortes compétences techniques, mais doit répondre à des demandes de plus en plus métiers. Donc pour répondre à ces demandes, elle a des solutions qui sont jusque-là presque satisfaisantes, mais qui doivent évoluer. Parmi ces solutions, on a ce qu'on disait tout à l'heure, les processus sur étagère, les outils sur étagère. Donc, parmi toutes ces demandes métiers, il y a pléthore d'outils en ligne sur le marché qui permettent de répondre à ces besoins. Ces outils sont parfois adaptés, mais rarement à 100%. On va avoir des outils qui répondent à 80% du besoin de l'utilisateur, et puis les derniers 20%, eh ben, ça va être un problème. Ou alors, on va avoir des énormes outils pour lesquels on va utiliser seulement 10% des capacités. Là aussi, on a une inadéquation entre le besoin et la solution. À l'opposé des outils préconstruits, on a la feuille blanche. Donc la feuille blanche, là, on va avoir 100% du besoin qui va être répondu. Et encore, il faut que le métier arrive à transmettre son besoin auprès des équipes très techniques qui n'ont pas forcément l'expertise métier.
Et donc, cet échange, qui va être probablement itératif, est long, il est coûteux, et la maintenabilité reste un sujet très complexe, parce que si la DSI a des hommes pour réaliser ces développements, ces hommes vont rester, mais ils vont rester combien de temps aussi, là, c'est une question. Et si les développements sont externalisés, on a un projet, et puis à la fin du projet, bah, les équipes techniques disparaissent, et faire évoluer un développement spécifique devient assez compliqué. Ensuite, entre ces deux maillons, il y a le BPM en 2010, qui est une technologie qui n'est pas toute récente, mine de rien. Elle est née d'un besoin de désilotage des processus, et c'était au départ une artillerie lourde réservée aux grands groupes, qui permet de faire communiquer les systèmes existants du SI, mais par des solutions assez complexes. Donc, les grands acteurs IBM, TIBCO étaient déjà sur le sujet il y a 10 ans. Et c'était vraiment pour faire un lien et une orchestration entre les systèmes avec un processus métier, mais relativement technique. Face à ces propositions de solutions, que font les équipes métiers? On en a parlé, on a vu les logos PowerPoint, Excel. C'est ce qu'on appelle le shadow IT. L'équipe métier se retrouve un peu démunie, donc soit elle a le temps et elle attend que la DSI mette à disposition la bonne solution, soit elle se débrouille avec les moyens du bord. Et donc, on retrouve énormément de processus outillés avec les outils de bureautique, avec Excel, avec les emails, et les équipes métiers viennent, sans grande concertation avec la DSI, construire la vraie réponse à leurs besoins. Et donc, ces équipes métiers n'étant pas sensibilisées à toute cette compétence technique qu'a la DSI, elle va oublier tout ce qui est traçabilité, elle va pas penser à la sécurité, aux besoins de collaboration dans l'outil, très difficile avec Excel, et la maintenabilité, on va pas non plus y penser. Quand on va construire notre solution dans Excel, on va vouloir répondre au plus vite à notre besoin, sans forcément penser à demain, dans 6 mois, dans 10 ans. Donc, nous, le BPM en 2021, on se positionne justement sur ce dernier étage, sur le besoin de répondre rapidement à une demande métier, et pour autant en garantissant les attentes, en assurant les attentes de la DSI côté besoins non fonctionnels. Donc maintenant, je vais adresser comment les entreprises se sont organisées pour déployer ces outils-là, et quels sont les impacts sur leur gouvernance. On remarque chez tous nos clients des transformations dans les équipes. On a des équipes qui se constituent, ou des équipes qui se modifient, qui acquièrent de nouvelles compétences. On les nomme direction de la transformation, direction de l'organisation, qualité, conformité, péri-informatique, anciennement des équipes MOA, mais qui sont là à temps plein, et qui vont être très très proches des experts métiers, et qui vont faire office de passerelle entre leurs interlocuteurs privilégiés, qui sont les métiers, et les outils proposés par la DSI, qui vont être en l'occurrence les outils BPM. Ils vont pouvoir donc co-construire des solutions avec les experts métiers, et donc ça, on y revient au slide suivant sur cette méthode de co-construction. Donc cette transformation, on la retrouve dans toutes les tailles d'entreprise, que ça soit dans les grands comptes, les banques assurances, où on a une DSI importante,
ces nouvelles équipes, elles vont être assez séparées de la DSI. Elles vont être peu techniques et implantées au plus proche des métiers. Donc on va avoir les DSI qui vont proposer l'outil et ces équipes-là qui vont être plutôt côté métier, qui vont acquérir, on va y revenir plusieurs fois, des compétences métiers pour pouvoir répondre à ces problématiques exprimées par ces équipes-là. Côté PME, alors tous les modèles que je présente ici sont bien sûr possibles dans toutes les tailles d'entreprise. Mais côté PME, on va plutôt voir directement les métiers manipuler l'outil avec ou sans notre aide. Donc on va avoir de la co-construction un petit peu avec eux, et puis ensuite c'est les équipes métiers qui vont manipuler l'outil, et l'outil qui va être maîtrisé par la DSI. Et puis pour certaines collectivités ou secteurs publics, les marchés nous incitent à prendre chez nous ce rôle d'intermédiaire, ce rôle de passerelle entre le métier et l'outil. Et nous construisons les applications avec eux en transférant progressivement l'autonomie aux équipes utilisatrices sur les évolutions futures de leur processus. Dans tout ça, la DSI garde son rôle de gardien. Donc ces équipes intermédiaires, elles vont être sensibilisées à toutes les problématiques non fonctionnelles que la DSI maîtrise, donc en particulier la sécurité, mais aussi la conformité, on y reviendra tout à l'heure. Et la plateforme BPM assure un environnement centralisé de gestion des processus métiers. Donc la DSI va pouvoir surveiller, cartographier les processus qui sont outillés dans la plateforme BPM. Et contrairement à Excel, la supervision globale va être beaucoup plus simple. Et bien sûr, la plateforme, d'un point de vue sécurité pure, elle est validée par la DSI, elle est observée, auditée, et cette assurance va permettre l'utilisation de la plateforme sans se poser de questions côté équipe passerelle et équipe métier. Du coup, construire côté métier sans Shadow IT, donc c'est la partie co-construction. Donc c'est vraiment la méthode que nous privilégions dans l'utilisation de notre outil. Donc on va être directement installé dans la même salle, bon maintenant un peu plus en visio, que les équipes métiers. Donc c'est super bien vu pour eux, quoi. C'est-à-dire que eux, ils vont pouvoir visualiser en direct la construction d'un outil au fil de l'expression de leurs besoins. Parce que exprimer ce qu'ils font au quotidien, c'est pas forcément évident. Ils veulent du concret, ils veulent du test, du visuel, et ils veulent itérer. Et donc ça, ils vont pouvoir le faire en direct lors d'un atelier de co-construction. Donc on va s'affranchir de tout document intermédiaire qui aura demandé de formaliser une demande, donc pas de cahier des charges en particulier, et on va pouvoir travailler avec eux sur la construction de l'application. Donc on va voir la méthode de construction après, et la réaction du métier va être immédiatement implémentée dans l'outil. Au fil de sa construction, on va pouvoir exécuter aussi le workflow. C'est-à-dire que on va pas attendre que l'application soit totalement terminée. On va pouvoir tester. On va construire un bout de workflow, les 3 premières étapes, et puis on va passer en mode exécution, et puis on va pouvoir voir ce que ça rend. Ok, ben mes premières 5 étapes sont fiables, on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir travailler itérativement comme ça sur des morceaux de processus, éventuellement y revenir après. Donc voilà la co-construction. Conformité versus sécurité, c'est les rôles que vont avoir chaque équipe. La sécurité, c'est la DSI qui doit la garantir. Un outil qui est sécurisé, ça ne veut pas dire que dans sa façon de l'utiliser, on va rester conforme.
avec un outil qui gère des droits d'accès, qui gère des outils de purge, c'est pas pour ça que dans sa construction, un processus va correctement les utiliser. Donc, ces équipes passerelles vont être très sensibles à la conformité. Elles vont savoir comment respecter le RGPD, comment configurer sa conservation réglementaire. Elle va savoir qui doit avoir accès à quoi et bien paramétrer les droits d'accès. Les règles de validation des données aussi, on va pouvoir configurer dans l'outil à telle étape ces champs ils sont censés être remplis. Et en ayant pensé à tout ça, on va pouvoir mettre en place un processus maîtrisé. Et quand on a un processus maîtrisé, lorsqu'il y a des situations d'audit réglementaire, on va voir qu'avec toutes les fonctionnalités proposées par la plateforme, on se retrouve très à l'aise dans la réponse aux exigences réglementaires. Donc on va voir que les fiches ont été purgées, les temps de traitement des étapes clés, par exemple, sur des SLA métiers ont été remplis. Donc tous les outils que propose la plateforme vont pouvoir profiter à l'avenir de la vie du processus. Et la sécurité, quant à elle, elle est garantie en toutes circonstances puisque ce sont les audits, la maîtrise de la DSI qui le garantissent. Du coup, ce que nous proposons, c'est un outil no-code et data-driven. Donc no-code, ça veut dire que nous avons pris le parti de n'avoir aucune ligne de programmation nécessaire pour l'outillage de 100% des processus de nos clients. Ce parti, il est important. À partir du moment où dans un outil, il y a le petit encart dans lequel on va pouvoir mettre du code, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Donc nous avons pris le parti de ne pas avoir la possibilité de développer dans l'outil. Et donc si jamais il y a un besoin particulier, eh bien, il y a deux solutions. Soit on répond pas à ce besoin, soit on va construire une nouvelle brique de Lego qui va pouvoir se brancher sur toutes les autres fonctionnalités de la plateforme et pouvoir profiter à tous nos clients et surtout de ne pas avoir besoin de compétences de développement pour utiliser cette brique. Donc s'il n'y a aucun besoin de compétences de développement, ça veut dire que ces équipes passerelles vont avoir des compétences métiers plus importantes, puisqu'on ne peut pas avoir un mouton à 5 pattes, hein, c'est très difficile, il y en a, mais c'est rare. Donc les compétences métiers vont pouvoir primer sur les compétences techniques dans ces nouveaux profils de transformation numérique. Ensuite, nous avons pris le parti de faire du data-driven BPM. Donc ça veut dire que les données sont définies avant le processus. Pour une équipe métier, d'écrire son processus, c'est difficile, alors que d'écrire ses données, c'est beaucoup plus simple. On va dans les ateliers de co-construction, on va commencer par sortir leurs documents, leurs legacy, leurs papiers froissés, leurs formulaires, leurs fichiers Excel. Et ces documents, ils contiennent les données de leur processus. Donc ça va être très facile de commencer par dessiner un formulaire. Donc c'est ça la première étape dans Damas. On va commencer par dessiner un formulaire. Ça sera le conteneur des données et ça sera un petit peu comme la construction d'un tableau Excel où on va définir quelles sont les colonnes. Donc c'est une démarche beaucoup plus concrète et très adaptée au métier puisqu'il va tout de suite comprendre de quoi on parle, pouvoir nous guider ou guider ces équipes passerelles sur le vocabulaire, sur réagir immédiatement sur ce formulaire. Et puis ensuite, on va dessiner le workflow dans un deuxième temps qui va orchestrer l'alimentation de ce formulaire. On va dire au début du processus, c'est tel champ qu'on va remplir. Et puis quand ces champs sont remplis, ça va déclencher telle ou telle action. On va revenir tout à l'heure sur à quoi ressemble un processus dans Damas. Mais voilà, le processus, il est orienté autour des données et il va avancer au fil du changement de ces données.
Donc l'utilisateur va manipuler les données, va les alimenter, et puis le workflow va avancer tout seul en fonction de sa conception. Donc dans la suite, dans la troisième partie de cette présentation, je montre un exemple concret de processus, un exemple concret d'utilisation de Damas. Donc on voit à gauche à quoi ressemble le formulaire. Donc c'est la première étape de construction d'un workflow, c'est de poser ces champs, donc en drag and drop avec plusieurs types de champs. Donc là on voit des champs date, on voit des champs email. Il s'agit d'un formulaire de déclaration individuelle lié au Covid. Donc chez beaucoup de nos clients, on a vu ce genre de formulaire fleurir ces derniers temps, puisque une famille qui se retrouve coincée à la maison, elle a besoin d'informer son entreprise, et dans les grands groupes, ces demandes affluent par milliers, et donc il faut absolument un processus outillé pour pouvoir gérer l'afflux de demandes. Donc c'est notre cas d'usage. Donc on voit un champ statut ici, je ne sais pas si on voit ma souris, un champ statut qui sont des champs très très importants dans la conception d'un formulaire, puisque c'est eux qui vont piloter le processus derrière. Donc on voit en conception, quand on édite un champ statut, voici l'écran no code de conception de cette liste déroulante, dans laquelle on va pouvoir rajouter des valeurs. Donc là, elles n'y sont pas toutes pour des raisons de confidentialité, mais on voit que brouillon, en attente de validation, mis en télétravail, chômage partiel. Donc voilà, c'est tout un tas d'étapes que va pouvoir vivre notre processus. Donc une fois qu'on a défini le formulaire, on va définir le processus. Et donc c'est une modélisation graphique entièrement en SaaS. On a un environnement unique de conception d'application et d'utilisation de l'outil. Donc on va avoir deux onglets, un onglet dans lequel on va concevoir l'appli et un onglet dans lequel on va pouvoir l'utiliser. Et puis selon les droits d'accès, on va avoir l'un ou l'autre onglet. Donc à tout moment, dans la construction du workflow, on peut basculer en utilisation, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà le schéma de construction d'un processus. On voit que on voit écrit ici envoyer la demande. Ça, il s'agit des boutons. Donc si je reviens dans le slide précédent, on voit qu'en bas à gauche, on a le bouton envoyer la demande. C'est le bouton qui est présenté à la création de la fiche. Et donc ces boutons-là, on va les retrouver sur toutes les étapes du processus, avec des encarts de couleurs qui peuvent être vert, orange, bleu ou rouge. Donc là, on les voit dans cette modélisation. Et que font ces boutons? Ils vont modifier des valeurs. Le statut va être positionné en attente de validation manager quand on va cliquer sur envoyer la demande. Donc ça, c'est de la donnée qui change. C'est le data driven. La donnée va déclencher des actions. Les actions, ce sont les encarts gris. Et on voit que quand une action se déclenche, ça propose d'autres boutons qui vont pouvoir brancher vers d'autres étapes et avancer dans le processus de cette façon-là. Donc voilà, une utilisation toute simple qui permet le progrès continu de l'application, puisqu'on va pouvoir ensuite modifier ces actions et finir par arriver à un workflow plus ou moins complexe en fonction des situations. Donc là, j'ai un peu analysé comment s'est construite cette application chez notre client. On a vu une première itération d'1 jour et demi dans lequel les bases ont été posées. On a un premier formulaire qui a été construit, les premières étapes qui ont été dessinées. Ensuite, il a été mis en test au bout d'1 jour et demi. On a eu une semaine de micro-ajustements. Ensuite, l'application a été mise en production et déployée sur toute la région au bout de 2 semaines. Et dans les 4 mois qui ont suivi, il y a eu 8 phases d'évolution, donc 8 itérations pour rajouter des petites fonctionnalités, peut-être rajouter des cas personnels qui n'étaient pas identifiés au début.
Et depuis le mois de janvier, l'application n'a plus évolué, donc elle tourne, elle est à son rythme de croisière. Donc on voit un time to market excellent, puisque en 2 semaines, l'application est en production, et du travail itératif possible sur des tout petits ajustements. C'est peut-être parfois quelques heures qui permettent de construire une nouvelle évolution et d'atteindre ce processus qu'on voit en arrière-plan là, qui est mine de rien assez complexe pour un formulaire qui en apparence paraissait assez simple. Voilà. Une fois que ces formulaires sont remplis, on va avoir toute une ribambelle d'outils qui permettent d'analyser les données saisies et donc de pouvoir construire des tableaux qui vont permettre de faire du reporting, de la statistique, avec une ergonomie similaire à celle d'Excel. Et toutes les habilitations qu'on aura conçues en conception vont se répercuter dans ces tableaux, et donc selon nos droits d'accès, on ne verra que les informations auxquelles on a accès. Donc je vais pas rentrer dans les détails de ce tableau, et je vais terminer du coup sur le mot de la fin de mon intervention. Donc le BPM en 2021, c'est un outil qui arrive à la portée des experts métiers et qui n'est plus réservé aux experts techniques. Voilà, je te rends la main, Cyril. Merci Nicolas, merci beaucoup pour cette présentation. On a tous bien compris le rôle que pouvait avoir le BPM dans cette gouvernance de l'IT, et également la façon dont on pouvait s'y prendre pour pouvoir réaliser et mettre en pratique tout cela. Il nous reste malheureusement plus beaucoup de temps dans ce webinaire. Il y a beaucoup d'informations qui ont été données ce matin, donc les questions sont arrivées. On va en prendre une seule. Voilà. Pour les autres, je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir y répondre aujourd'hui. En revanche, vous pouvez nous les envoyer directement et on se fera un plaisir d'y répondre ou de les transmettre si nous n'avons pas transmettre à nos collègues Damas et EasyVista pour afin que vous obteniez des bonnes réponses à vos questions. Je vais juste peut-être en citer une qui est particulièrement intéressante. Et ça sera un peu le mot de la fin, si vous voulez bien. La question est la suivante. La nouvelle gouvernance de l'IT implique-t-elle de redistribuer les rôles dans l'entreprise? C'est à mon avis un point clé aujourd'hui et qui peut très bien faire office d'une conclusion parfaite pour ce webinaire. Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Eh bien, je veux bien apporter ma pierre à l'édifice et éventuellement laisser toute autre personne qui voudrait compléter. Les rôles, effectivement, doivent la DSI doit acquérir des compétences métiers pour pouvoir répondre aux demandes métiers. Et donc, pour nous, ces équipes passerelles doivent se constituer, doivent être en support aux équipes métiers et permettre de construire une DSI as a service qui va avoir toutes les cartes en main pour pouvoir comprendre les métiers et apporter les bonnes solutions. Alors, si je peux, c'est Patrick Rally qui parle, si je peux porter un complément. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cyril. Effectivement, la DSI doit être aujourd'hui dotée de compétences métiers, finalement, et enrichir toutes les interventions par une compréhension et une anticipation des attentes métiers. Je dirais aussi, par rapport à toutes les transformations dont on a parlé tout au long de ce webinaire, que la dimension de Chief Data Officer, donc pour travailler autour des data, est particulièrement importante, et la DSI doit aussi tenir compte de cette donnée pour s'organiser et peut-être redistribuer certains rôles. Voilà, donc chaque entreprise pourra, en fonction de sa velléité à déployer
un service data donc pourra avancer dans cette direction plus ou moins vite, plus ou moins loin. Mais ça nous paraît important effectivement de considérer dans une nouvelle organisation de la DSI le pan data. Voilà. C'est ce que je pouvais apporter comme contribution. Merci Patrick pour cette contribution. Loïc Bénard, avez-vous un point à ajouter sur cette dimension de redistribution des rôles dans l'entreprise et le fait que cette gouvernance de l'IT pousse un peu d'autres profils peut-être au cœur même de la stratégie d'entreprise? Oui, Cyril, merci. Pour moi, pas de redistribution des rôles, mais une évolution naturelle de la DSI qui est à l'image de l'évolution sociétale qu'on vit. Et je pense que au-delà de nouveaux rôles, les rôles existants vont être agrémentés de différentes fonctions et de nouveaux enjeux pour accompagner ces différentes évolutions liées à la société et à la manière de consommer qui évolue pour les usagers. Donc voilà, pour moi, c'est une simple évolution qui va se faire très naturellement dans le temps. Le rapprochement de la DSI vers les métiers, c'est aussi une évolution qui est naturelle et qui va continuer à se faire dans le temps. Je ne crois pas forcément à ce qu'il y ait de nouveaux rôles qui apparaissent dans les 5 à 10 années qui arrivent. Des nouveaux sujets, oui, ça c'est certain, ou des sujets qui vont plutôt prendre plus d'ampleur que d'autres. On voit bien que les sujets de cybersécurité sont devenus prépondérants aujourd'hui. C'est un véritable enjeu business pour les entreprises et les collectivités. Mais pas de nouveaux rôles associés à ce sujet puisque les rôles sont déjà là. On a déjà des security officers, on a déjà des gens qui sont en charge de s'assurer de la bonne continuité de service des différentes équipes. Voilà pour ma contribution à la question. Très bien. Eh ben, je pense que ça fera un mot de la fin tout à fait adéquat pour clôturer ce webinaire. Je remercie tous nos intervenants. Merci à vous chaleureusement d'avoir pu participer et tous nos participants qui se sont intéressés à la question de la gouvernance de l'IT. Donc, vous pouvez revoir ce webinaire en replay sur la plateforme MyTechno. Évidemment, sur MyTechno, vous trouverez également toute une série de documents qui abordent ce problème de la gouvernance de l'IT ainsi que les technologies qui permettent de l'améliorer, que l'on a évoqué aujourd'hui lors de ce webinaire, à savoir l'ITSM, le BPM, mais également l'automatisation et le low-code. Nous réalisons également des workshops personnalisés si vous souhaitez approfondir la question. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci encore pour votre participation et vous pouvez prendre rendez-vous pour avril pour notre prochain webinaire. Voilà, je vous remercie encore et puis bonne journée.